Je vais vous raconter une histoire qui est incroyable. Voilà. La France va mal. Il y a des malheurs qui s'abattent sur le royaume. Le roi, vieillissant, c'est un vieillard. Il a la goutte. Il a les jambes roides. Et il porte le deuil d'un grand serviteur qui vient de disparaître. Il a perdu, comme il dit, un homme très affectionné à l'État et à sa personne. L'expression est de lui. Il s'agit du maréchal de Vauban, le commissaire général aux fortifications, qui laisse derrière lui la ceinture de fer du Précaré. Mais il y a un autre malheur qui survient, inattendu, en février 1709. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. On est raccord. Et ce malheur, c'est qu'il y a une coulée glaçante qui frappe toute l'Europe. Les glaciers alpins avancent inexorablement. On parle du petit âge glaciaire. Et dans la mémoire collective des Français, cet hiver-là a tellement frappé les imaginations qu'il restera comme le grand hiver. Le peuple français est saisi par le froid et menacé par la famine. À Paris, la température voisine autour de moins 20, moins 30 degrés au-dessous de zéro. À la cour, le froid glaciaire pénètre dans toutes les pièces. À seulement traverser une antichambre, le vin gèle sur le plateau. Les élixirs les plus forts et les liqueurs les plus spiritueuses font exploser les bouteilles qui les contiennent dans les armoires des chambres à feu. Dans les ports, la mer gèle. Et le long des côtes, j'ai vérifié au Sable d'Olonne, les eaux sont prises au point qu'elles portent des charrois qui y voiturent de très lourds fardeaux. Les fleuves et les rivières sont gelés. Sur la Seine, sur le Rhône, circulent des charrettes qui glissent comme des traîneaux sur la neige. Dans les campagnes, c'est la désolation et la disette. On mange du pain d'avoine. L'eau gèle dans les maisons, le vin gèle dans les barriques. On ne peut plus dire la messe, le vin gèle dans les calices. Et au bord des routes, les perdrix sont gelés. En Anjou, tout près de chez moi, que se passe-t-il ? Le froid est si intense qu'on voit tomber la crête des volailles. Et dans le Midi, nous rapporte-t-on, les oliviers se fendent et ne donneront plus jamais de fruits. Alors, le vieux monarque, cherchant à partager le malheur de son peuple, décide d'envoyer à la monnaie pour qu'il soit entièrement fondu son service d'or, les assiettes, les plats, les sablières. Et il invite tous les gens de la cour à faire de même avec leur vaisselle d'argent auprès de l'orfèvre du roi. C'est symbolique. Cher Eliot, cher Geoffroy, vous me regardez avec une interrogation dans les yeux, pourquoi il nous raconte tout ça ? Tout est dans la fin. Parce que derrière tout apologue, il y a une leçon. Vous le savez. Et quelle est donc la leçon de cet apologue ? Cette leçon, je l'ai trouvée dans un livre admirable
puissant, difficile à lire, d'un académicien qui s'appelle Emmanuel Leroy-Ladurie, un grand historien. C'est l'histoire du climat en Europe depuis l'an 1000. Alors on voit les glaciers qui avancent, qui reculent, c'est compliqué, ça va, ça vient. Et ce qui m'a intéressé, c'est de savoir comment le peuple français, dans quelle psychologie il était en 1709, au moment du grand hiver. Et on trouve la réponse chez Leroy-Ladurie. En fait, les Français, les contemporains du grand siècle, pensaient que la nature obéissait à des cycles et que la main de l'homme était marginale. Moi-même, quand j'étais président du Conseil général de la Vendée, j'ai étudié l'histoire du climat depuis le Moyen-Âge dans mon département. Et j'ai découvert qu'il y avait un port à Luçon, inimaginable, et que la mer venait jusqu'à Maillezais, l'abbaye de Maillezais. Donc c'est en fait un quart de la Vendée, sans parler de l'île de Bouin. Donc c'est un quart de la Vendée qui était sous l'eau, puis l'eau s'est retirée. Ainsi va la vie, ainsi va le climat, ainsi va l'histoire. Il est vrai que, au grand siècle, les gens cherchaient plutôt à sauver leur âme qu'à sauver la planète.